Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui on va faire la revue de la BMW 550e. Cette version de la série 5 dans la gamme de BMW est équipée d'une motorisation hybride branchable. Donc à l'avant, on a un 600 lignes 3 litres turbo et une motorisation électrique avec une batterie de 14 kWh qui nous donne 55 km NRCan. Très intéressant, on va aller dans le détail aujourd'hui comme à l'habitude. Embarquez avec moi, allons-y. C'est maintenant l'heure de faire le tour de cette magnifique BMW. Écoutez, moi, je ne suis pas un fan des BMW, mais il y a une chose que je vais dire, là, cette série 5 a un look un peu plus carré quand on regarde le profil. Et savez-vous à quoi ça me fait penser? C'est un peu un mix de Honda Accord, ça c'est un peu bizarre, mais en même temps aussi, on va chercher des lignes et des éléments qu'on avait dans les séries 5 beaucoup plus vieilles, fin des années 90, qui sont en fait les séries 5 mythiques. Puis honnêtement, j'aime bien ça. C'est sûr que cette berline-là est immense et extrêmement lourde. On reparlera de sa masse élevée un peu plus tard dans l'essai routier, mais je veux quand même vous inviter à regarder tous les détails ici, surtout le derrière du véhicule. Je trouve que BMW a fait du beau travail pour ce qui est de la signature lumineuse à l'arrière. Ça va chercher, comme je vous dis, des éléments de BMW de plusieurs décennies et c'est très intéressant de voir ça. Puis un peu comme avec la BMW i4, souvenez-vous, lorsqu'on a un véhicule électrifié BMW, le côté du logo BMW est en bleu et comme je vous disais, 550e. Donc c'est dans le haut de la gamme avant de se rendre au modèle M5. Pour ce qui est de la pneumatique, regardez-moi, ici on a des roues de 21 pouces, 2,85/30 R21 avec une cote de vitesse Y, donc 300 km/h. C'est pas rien, ce véhicule-là, on a un kit de frein M. Le freinage est convaincant, on en parlera plus tard, évidemment. Et là, la question que je me pose, est-ce que c'est la même dimension de roue à l'avant ou à l'arrière? Eh bien non, regardez, c'est 255 à l'avant. Donc, assez intéressant tout ça. Et pour ce qui est de la calandre avant de ce véhicule-là, on est vraiment dans l'angulaire du côté de chez BMW ici. Et évidemment, la grille à l'avant, quand même, honnêtement, BMW a fait du beau travail. On est revenu à des choses un peu plus raisonnables. Mais évidemment, il y a une sorte de malédiction. On dirait que les grilles de BMW tendent à grossir de plus en plus. Mais ne vous détromperez pas, ce n'est pas une petite berline. Allons voir dans le coffre de la 550e. On a un coffre motorisé. Ça, c'est assez typique dans cette gamme de véhicules-là. Une Mercedes classe E et une Audi A6 feraient la même chose. C'est pas un gros coffre, OK? C'est pas la panacée. Là, vous avez ici le kit de gonflage. Un sac dans lequel le chargeur niveau 1 est à l'intérieur. Là, évidemment, c'est un véhicule ontarien. Ils ont enlevé la plaque. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Puis vous avez mon sac là pour le tournage. Puis là, ce que vous voyez aussi, c'est quand même dans ce véhicule-là, la banquette arrière se rabat. Nous allons aller voir ça dans quelques instants. Puis je tiens à vous mentionner que en dehors de la batterie 12 volts, il n'y a rien en dessous de ça. Pas de roue de secours, nada. OK, maintenant, à l'arrière, comme je vous dis, ce n'est pas à plat. Lorsqu'on regarde avec le coffre, nous avons une démarcation. Donc, on n'est vraiment pas dans la practicalité ultime. Ce n'est pas nécessairement la vocation de ce véhicule-là, mais c'est important de le mentionner. Si on se souvient, la i4 ou, mettons, la série 4, série 3, eux permettent d'avoir un plancher plat entre le coffre et l'habitacle. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'asseoir et vous parler du confort à l'arrière. À l'arrière de la 550e, surprise! L'espace pour les jambes, c'est pas super généreux lorsqu'on regarde. Mon siège est à ma grandeur, le siège passager est reculé un peu, mais c'est pas extra. On verrait je m'attendais à de quoi de mieux, mais le siège lui-même, l'angle, épouse mes cuisses, le cuir souple, la qualité des matériaux à l'arrière, tout est de bon goût. La grille des haut-parleurs du système de son Bowers & Wilkins, l'agencement des matériaux, juste la douceur, on prend notre ceinture, on baisse la coudoir. Je dis, moi, je suis prêt à faire 5, 6 heures, 10 heures de route à l'arrière de cette voiture-là. C'est super. Gentleman's Express. Sous le capot de la 550e, tel que je vous disais au début, on a un moteur 600 lignes qui s'appelle le B58. Un moteur 600 lignes de 3 litres, très moderne, turbo compressé, très puissant, très apprécié par les
les fans de BMW, même ce moteur là, se retrouve peut-être une petite version différente dans la Toyota Supra. Donc, si Toyota a choisi un moteur BMW, qui est habituellement, c'est pour les voitures les plus fiables de la planète, on a quand même une bonne base ici. Fait à mentionner, quand on regarde rapidement, ça paraît pas que c'est un véhicule hybride branchable, ne serait-ce que peut-être vous ne voyez pas, mais ici, il y a du câblage au voltage orange qui s'en va vers la transmission, là, 8 vitesses de ce véhicule-là, là où le convertisseur de couple ou l'embrayage là, avec le moteur est remplacé par un moteur électrique qui permet de mouvoir le véhicule là, de façon 100% électrique jusqu'à dans toutes les plages de vitesse de ce véhicule-là. Et aussi, là, comme je vous rappelle, là, une autonomie là, de 55 km NRCan, mais dans mes tests actuellement, je vois plus 70 km NRCan, très encourageant, mais sinon, c'est un capot de BMW là, de ce qui est tout à fait traditionnel. Si on parle de la puissance là, de ce système combiné hybride branchable, on va chercher 438 chevaux et 516 livres-pieds de couple avec ce véhicule-là. Wow! 0-100 en 4,3 secondes. Très intéressant. Si on parle de consommation, ici, j'ai la page là, NRCan de ce véhicule-là. On parle évidemment 55 km d'autonomie NRCan. Une consommation combinée, hein, électrique, essence mis ensemble. Non, une consommation électrique de 31,3 kWh par 100 km. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu quelque chose de beaucoup plus bas que ça. Puis les consommations d'essence, donc combinées 9,6 litres au 100, 9 sur l'autoroute et 10,1 en ville. Très, très, très élevé. Puis à date, c'est pas ça que je vois. La voiture est beaucoup plus efficace que ça. Écoutez, BMW a le droit d'avoir des chiffres très conservateurs dans NRCan, mais pour quelqu'un qui magasine, on a un portrait tout à fait différent ici. Pour recharger la partie électrique de cette berline BMW, bien, on a une petite porte à l'avant, ploup, avec un port J1772. C'est une batterie de 14 kWh, donc sur un chargeur 32 A niveau 2. C'est pas très, très long à charger, là, ça prend à peu près 2 heures. C'est vraiment pas un problème. Puis avec l'autonomie, 55 km officielle, mais on en a un peu plus l'été, c'est très bien là, pour se promener en ville et faire la route là, vers le travail. Là, ça, c'est vraiment parfait. Nous voici maintenant assis dans la 550e et un peu comme la i4, pour moi, surprise, BMW maîtrise vraiment l'art de faire des intérieurs de voitures luxueuses. Le bois ici, texturé. Les petites manivelles pour les bouches d'aération, c'est tellement un détail intéressant. Là, vous avez un petit levier ici. J'adore ça. Pour fermer la bouche, vous glissez votre doigt. C'est pas tout le monde qui aime les affaires tactiles. Moi, capacitif, ça va bien. J'aime la touche. Puis tout ça ici, d'une certaine couleur, là, vous pouvez changer la couleur de la garniture ambiante que j'appelle. C'est vraiment de bon goût. Volant, pas trop de boutons. On voit vraiment que c'est un volant M Sport. Pas trop épais. Le bas est quand même assez épais, mais quand on arrive ici, la prise en main est bonne. On voit bien à l'avant. Facile de placer son miroir, vraiment, tu sais. Une BMW à la fin aussi, c'est des voitures pour les conducteurs. Parlant de conducteurs, pour ce qui est du siège, confort princier, vraiment comme à l'arrière. Pas trop de position, c'est assez intéressant de voir ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on met le véhicule en mode sport, ici, les côtés du siège, là, vous resserrent, là, viennent là, vous enrober complètement. Donc là, lorsqu'on veut faire de la conduite un peu plus engagée, c'est tout à fait merveilleux. Pour ce qui est de l'interface ici, là, comme je vous disais, là, on a un écran double avec une courbe ici qui fait que lorsque vous tenez votre doigt, la distance est toujours la même. Donc ça aide un peu pour le côté ergonomie. D'un point de vue fluidité de ce système d'infodivertissement-là, c'est excellent, très coloré, rapide. Vous avez une roulette ici, là, le iDrive, qui n'existe plus, mais c'est le iDrive. Et évidemment, c'est 100% tactile. Ça fonctionne super bien, j'ai rien à dire. Il y a beaucoup de fonctions que vous n'utiliserez jamais. Puis ça, c'est peut-être une critique que j'ai maintenant avec les constructeurs. Il y a beaucoup d'autres fonctions que vous avez développées que personne ne va utiliser. Arrêtez de les développer, mettez-les pas. Laissez les gens utiliser leur téléphone. Ça va être beaucoup plus simple. Mais bon, pour ce qui est du reste, c'est super. Console centrale s'ouvre en papillon ici. Je suis bien assis. La qualité des matériaux est exceptionnelle. Toutes les surfaces de ce véhicule-là sont moussées. Système de son Bowers & Wilkins. C'est une salle de spectacle. Rien à dire ici. Puis même toutes les nouvelles surfaces de contrôle BMW, très intéressantes à utiliser. Les boutons là, dans la porte pour les fenêtres, c'est vraiment impeccable ici. Mais vraiment, là, moi, là, ce qui vient me chercher dans cet intérieur-là, qu'est-ce qui est distinctif, c'est vraiment toute l'ambiance visuelle que vous avez. Là, si je mets le véhicule en mode sport ici, tout devient rouge. Et là, on est en mode sport, mon siège est plus serré. On peut faire la même chose, on peut aller en mode efficient, le mode efficace. Le véhicule change, les couleurs ici changent. Puis là, on va aller chercher de quoi d'un peu plus contrastant.
Digital Art. Et là, tout devient mauve, des accents un peu plus colorés. Très intéressant ici. Mais c'est vraiment une berline hein, pour se promener sur l'autoroute, pour faire de la longue route. Je pense pas vraiment que c'est un véhicule à prétention nécessairement sportive. C'est ça qu'on va aller voir dans l'essai routier un peu plus tard. On va prendre un peu de temps ensemble pour faire le tour des patentes Zigugus, surtout l'interface ici. Puis là, vous voyez, ça, c'est mes métriques. Là. Ça fait pas beaucoup de kilométrage que je fais avec le véhicule, mais regardez, on est en bas de la cote Enercan. Consommation d'essence combinée 3,2 litres au 100. C'est une vraie blague. Vous avez un chargeur sans fil vos téléphones ici. Ici, vous avez comme un pavé tactile, haptique avec le volume, la roulette qui contrôle tout, mais évidemment, c'est tactile avec des raccourcis, menu, média, téléphone, nav, retour, un bouton pour aller chercher la caméra 360 ici. Fonctionne très bien. Vous pouvez même changer là, son fonctionnement automatique. Stationnement automatique, tout est là. Puis même quand on voit la vue panoramique, c'est un peu capoté. On appuie là-dessus. Puis vous avez des petites fonctions le fun, même du nettoyage de caméra. Wouhou! Un cycle de nettoyage avant et arrière. Ça, j'aime ça. Vous avez une vue pour faciliter votre stationnement. Et aussi, on a la vue 3D, je crois, qu'on voit maintenant là, dans plusieurs... Ça, je ne sais pas comment ça marche. Chez plusieurs constructeurs là, qui font une représentation 3D du véhicule pour vous aider. Évidemment, tout ça, c'est des composants. Sont-ils vraiment utiles? Mais c'est là. Combiné d'instruments extrêmement personnalisables là, avec le volant. Vous pouvez changer là, tout ce que vous voulez, même avoir une vue de réalité augmentée qui va vous mettre les directions de la navigation. On a déjà vu ça dans d'autres véhicules qu'on a essayé ensemble. Très intéressant, mais moi, je préfère la bonne vieille vue avec l'efficacité énergétique. Vous pouvez même aussi changer le look là, de ce système-là. Regardez-moi ça. Vous mettez ça comme vous voulez, mais la meilleure vue, selon moi, c'est celle-ci. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est on dirait que c'est un peu des détails cristallisés. Là. Évidemment, on a le contrôle pour les lumières. Évidemment, pour ouvrir pour ouvrir la petite porte pour ravitailler le véhicule. Puis lorsqu'on appuie ici, mais là, c'est un raccourci pour les réglages. Dans le fond, là, on ne quitte pas les yeux de la route, on appuie ici, puis on peut aller ajuster des réglages. C'est un peu là, similaire à ce qu'on voit là, chez d'autres constructeurs, mais pour du capacitif, ça fonctionne très bien ici. Aussi, ce que j'aime, hein, appui-tête, on peut les avancer. Ça, c'est très bien. On a un toit panoramique dans ce véhicule-là. Très de bon goût. Une autre fonction un peu débile que je voulais vous montrer. On va aller ici dans le menu avec toutes les milliers d'applications. Puis là, on a la caméra habitacle. On clique là-dessus. Puis dans le fond, vous me voyez à l'intérieur du véhicule, vous parlez. Puis là, on peut prendre des photos, on peut prendre des vidéos. J'ai aucune idée à quoi ça sert, ça. Je vais être honnête avec vous, là. Je comprends pas pourquoi ça existe. Je comprends que la caméra existe pour le système de surveillance du conducteur là, avec les aides à la conduite qu'on essaiera plus tard. Mais à quoi ça sert d'avoir une webcam dans le véhicule? Pour une application webcam, ça sert complètement à rien et ça revient à mon point que les constructeurs devraient peut-être passer à autre chose des fois. Un petit changement de costume. Il pleut. On n'est pas chanceux avec la météo cette semaine. Bon, on va quand même aller faire un tour avec la 550e. Puis, je vais vous donner mes impressions de conduite. Ce qui est intéressant de la 550e, je vais vous rappeler le brefage technique. On a un moteur 600 ligne 3 litres turbo, B58 là, dans la famille BMW. C'est un moteur qui est très puissant. Là. Ce moteur-là, tout seul, fait autour de 350 chevaux. La puissance combinée de la voiture, son système hybride branchable, on parle de 438 chevaux, 516 livres-pieds de coupe. Le moteur électrique fait office là, de convertisseur de coupe et d'embrayage de la transmission automatique. Ça, c'est assez simple, c'est assez conventionnel comme architecture de voiture hybride branchable. La batterie de 14,4 kWh est placée ici là, sous le siège passager parce que, je vous ai déjà expliqué ça dans la vidéo de la i4, la plateforme BMW là, pour les véhicules, leur plateforme, eux, ils ont développé un système où est-ce que les véhicules thermiques, hybrides branchables et les véhicules électriques sont assemblés sur la même ligne et toutes fonctionnent sur la même plateforme, puis sont efficaces et suffisants. Donc, la i5, qui est la version électrique de la voiture que je conduis, la batterie va en dessous, mais quand ils assemblent la 550e, la batterie du système hybride branchable va elle aussi en dessous. Elle prend beaucoup moins d'espace que la batterie de 100 kWh de la i5, mais c'est assemblé de la même façon. C'est quand même relativement optimisé.
Ce qui est intéressant aussi lorsqu'on démarre la 550E, c'est qu'on démarre toujours en mode électrique si on a évidemment de l'énergie dans la batterie. Puis ça se fait très bien. On démarre le véhicule, plus sur notre combiné d'instruments, on voit là, que peut-être 60 de la puissance totale du véhicule est disponible, puis la vitesse maximale, c'est 130 km/h. Fait qu'il y a une limitation au système, mais mettons, là, je fais un arrêt, j'appuie à fond, on accélère vraiment vite, là. Puis on sent les changements de vitesse au travers de la transmission. Donc, le 55 km en Aircan qu'on parle dans ce véhicule-là, probablement il est réalisable parce qu'avec ce véhicule-là, j'ai fait plus de 55 km sur la batterie du système hybride branchable. En fait, j'ai jamais réussi à la vider, mais la consommation que j'avais fait que tu fais à peu près 70 km, puis il me l'a même affiché, là, je pense que c'est mercredi cette semaine, 70 km. Fait que ça, je trouve ça très bien. Le BMW est très conservateur dans ses chiffres de consommation d'essence. Puis depuis que j'ai le véhicule, 104 km parcourus, 3,5 litres au 100. Puis le moteur à essence démarre seulement si lorsque je prends le levier de vitesse puis je le mets en mode S ici et automatiquement, ça démarre le moteur thermique, le 600 en ligne. Et là, quand tu reprends ton levier de vitesse puis tu le remets sur drive, on tombe en mode électrique. Changer l'angle de la caméra un peu, mais regardez le levier de vitesse. On est en mode thermique. Le moteur s'éteint. Je le refais. Le moteur est parti. Le moteur s'éteint. Le moteur redémarre. Le moteur s'éteint. Ça, c'est très bien fait. Très, très bien fait. Donc, continuons le TC routier. J'ai jamais été capable de trouver la statistique ou la donnée de la puissance maximale du moteur électrique dans ce véhicule-là, mais je m'attends à ce que ça soit autour de 200 chevaux, là, juste en termes de sensation d'accélération. Mais pour de vrai, comme voiture hybride branchable, ça m'a vraiment impressionné. Moi, vous le savez, je suis vraiment pas un fan des véhicules hybrides branchables. Moi, je trouve que c'est de la technologie supplémentaire pour rien. Je trouve que c'est des véhicules qui sont très lourds. Là, on parle d'un véhicule de 2230 kg. C'est le poids d'une voiture électrique. Il y en a dans une voiture hybride branchable. Puis évidemment, pourquoi? C'est parce que tout est en double, évidemment. C'est à en prendre et à laisser. Mais bon, d'un point de vue d'efficacité, de consommation, d'autonomie, c'est super. Puis c'est très facile à utiliser parce que tant et aussi longtemps que vous branchez le véhicule, à toutes les fois que vous ne l'utilisez pas, bien, vous allez toujours démarrer par défaut en autonomie électrique, mais vous avez le choix de passer de l'un à l'autre. Et lorsque la batterie est vide et ou vous forcez le mode thermique, bien, le moteur électrique est là pour faire de l'assistance électrique là, puis amener la puissance au maximum. Là. Donc là, ce qu'on vient de faire, on vient de se mettre en mode sport. Le siège s'est resserré. Puis là, on est en mode hybride. Donc le moteur thermique fait d'office de propulsion principale, puis le moteur électrique va venir aider à ajouter de la puissance. Évidemment, palette au volant, on peut choisir les 8 rapports de la transmission automatique. C'est très rapide de changer les rapports. J'ai rien à dire ici. BMW est extrêmement compétent dans la calibration des transmissions automatiques. Il y a une chose que je vais dire. Lorsqu'on roule en mode électrique puis on appuie sur la pédale d'accélérateur à fond, il y a comme une sorte de bouton là, au bout des pédales. La plupart des véhicules ont ça. Et là, le véhicule va tomber en mode hybride thermique. Le délai est tellement long que c'est plus vite d'utiliser le levier de vitesse en roulant pour tomber en mode thermique pour faire une accélération un peu plus soutenue. Et je vous dis, là, ça, BMW doit vraiment améliorer cette transition-là là, parce que c'est extrêmement lent lorsqu'on est en mode normal puis on veut, en appuyant à fond, on veut tomber là, en mode thermique. Mais, je veux dire, c'est tellement performant comme voiture avec 438 chevaux. On a la puissance d'un moteur V8, mais on a clairement une consommation d'essence qui est beaucoup plus raisonnable dans le contexte. Puis c'est une voiture qui est relativement agréable à conduire, je vous dirais. La calibration de la suspension est excellente parce que c'est une voiture extrêmement ferme, mais en même temps très confortable. Puis écoutez, là, j'ai roulé exclusivement sur l'île Jésus-Laval et l'île de Montréal avec le véhicule. On s'entend que la qualité de l'asphalte, de la chaussée est très mauvaise dans ces deux régions-là du Québec. C'est tout à fait normal, tout à fait confortable. Fait que c'est là aussi que BMW, je trouve que la calibration est excellente parce que même si c'est des voitures avec des grosses roues, des voitures qui sont très sportives, le confort à tous les jours est excellent. Réellement, là, c'est quasiment un des points les plus forts de ce véhicule-là. Côté direction, je ne sais pas si vous
je vous mentirai pas que c'est peut-être pas la direction la plus précise que j'ai pu expérimenter. Quand on compare à la i4, c'est extrêmement précis la direction, très, très sportif. Ici, on est dans la série 5. Oui, c'est sportif comparé au reste, peut-être de l'industrie automobile, mais c'est moins sportif, puis on voit vraiment que c'est une voiture qui est beaucoup plus axée sur le luxe, puis ici, c'est réellement luxueux, ce véhicule-là. C'est un peu moins précis, mais tout de même, très agréable à conduire. Sur l'autoroute, là, se faufiler entre les véhicules. Là. Essentiellement, là, quand on conduit la 550e, on devient un typique conducteur de BM. On accélère, puis on va vite, puis on fait des manœuvres un peu débiles avec le véhicule. On dirait que le véhicule nous incite à conduire pas correctement. Évidemment, je paraphrase et je fais un stéréotype sur les gens qui ont des BMW. Je veux dire, mes parents ont eu des BMW plusieurs dans leur vie, puis ils n'ont jamais été comme ça. Évidemment, ça, c'est des stéréotypes que je fais ici. Mais tout ça pour vous dire que ce véhicule-là, c'est beaucoup plus je veux dire un terme anglais, un gentleman's express, dans le sens où le cahier des charges de ce véhicule-là pour BMW, c'est faisons une voiture familiale, très luxueuse, extrêmement stable, qui peut rouler à très haute vitesse dans des situations très demandantes, de façon constante, dans un confort ultime. En réalité, cette voiture-là, c'est une mini série 7 de BMW parce que la technologie qu'on a dans ce véhicule-là, la qualité, la puissance, le comportement, si on recule de 10 ans, cette voiture-là serait l'équivalent d'une classe S Mercedes ou d'une série 7 BMW. Aujourd'hui, avec le progrès, évidemment, série 7, classe S sont rendus beaucoup plus loin, mais pour le commun des mortels dans ce véhicule-là, wow! Surtout le prix, on parle de 100 000 $ configuré comme ça, le modèle à l'essai. Vous comprendrez, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je suis très, très content d'avoir passé la semaine dans cette série 5. Puis, j'ai toujours été une personne qui était très critique de BMW de par la fiabilité de leur véhicule puis de par de la façon que leur véhicule était mis en marché. Mais après avoir essayé 2 BMW modernes en 2025, ce qui vient beaucoup me chercher chez BMW, c'est que l'agrément de conduite y est, c'est pas surprenant, mais c'est des véhicules, ce que j'ai pu tester, c'est des véhicules relativement confortables au Québec. Puis aussi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que réellement, BMW sait faire des véhicules qui sont conviviales puis que leur interface logicielle est vraiment rapide. Parce que c'est quelque chose que les constructeurs en ce moment, sauf exception, mettons Tesla et autres, ont vraiment de la difficulté avec leur logiciel. Mais ici, BMW, là, en réalité, la puissance, c'est la grosse affaire. Wow! Évidemment, c'est tellement performant comme voiture. Puis l'expérience sonore est assez intéressante. Évidemment, il y a un gros composant du son ici qui est faux, mais quand même. Puis il y a une dernière chose de laquelle je vais vous parler. On va faire un petit test de freinage là, après cette intersection. Le freinage est quelque chose. Je vais traverser, je vais accélérer à une certaine vélocité. Puis là, je vais mettre les freins à fond. C'est complètement malade. Une anecdote super intéressante. Un membre de ma famille s'est acheté, là de cela peut-être 10 ans, une BMW série 3, la F30, génération F30, quand ils sont passés de E à S. Le concessionnaire BMW, cette journée-là, faisait un événement de conduite. Ils ont mis des comptes dans le stationnement, puis là, ils faisaient essayer des voitures. Puis dans le fond, évidemment, il y avait un pilote avec la personne qui voulait essayer le véhicule, qui voulait l'acheter. Puis évidemment, ils ont fait des slaloms, tout ça, de l'accélération, mais la personne m'a dit, Alexandre, ce qui m'a convaincu d'acheter l'auto, c'est quand que le pilote de BMW m'a dit, mets les freins à fond. Puis là, j'ai mis les freins à fond. Puis là, la voiture s'est immobilisée immédiatement. J'ai fait, je l'achète même. Puis ça, c'est quelque chose que BMW, à toutes les fois que j'essaie une BM, le freinage, c'est... Tu sais, oui, les freins, c'est important parce que ça immobilise le véhicule. Puis là, dans les véhicules électriques, on parle de moins en moins de freinage puisque le freinage régénératif fait beaucoup de travail. Mais dans les véhicules thermiques, le freinage, là, puis dans les véhicules sportifs, le freinage, c'est tellement important que c'était digne de mention ici. Donc, la 550e, c'est une grosse berline, sportive,
mais en même temps, dans la vie de tous les jours, une voiture extrêmement agréable à conduire et polyvalente. Puis d'un point de vue là, de consommation et d'efficacité, c'est meilleur que ce qu'annoncé. Et nous voici maintenant à la conclusion de notre revue de la BMW 550e. Qu'est-ce que j'en pense? Bien, évidemment, c'est une voiture qui coûte 100 000 $, c'est une berline exécutive, c'est une voiture trop lourde, blablabla, toutes ces affaires-là. Mais à la fin, est-ce que ce véhicule-là vient chercher l'essence d'une série 5? Oui, parce que là, on est vraiment dans un véhicule opulent, luxueux, confortable. Mais encore une fois, l'essence BMW, c'est un véhicule qui est performant, le freinage est complètement capoté. Et ce qui me surprend, c'est que c'est une voiture où les spécifications sont conservatrices lorsqu'on parle de l'efficacité énergétique de ce véhicule-là. Donc, l'été, vous allez dépasser les 55 km Enercan pour l'autonomie électrique. Votre consommation d'essence va être plus faible que ce qui est annoncé. Vous allez avoir plus d'autonomie sur l'autoroute. Puis, on a un 6 en ligne. Donc, on a du son lorsqu'on utilise le moteur thermique, contrairement à beaucoup d'hybrides branchables qui vont aller chercher un moteur 4 cylindres où la sonorité ne sera peut-être pas à la hauteur du reste du véhicule. Donc, sur ça, j'espère que vous avez aimé. C'est rare que je fais des revues de véhicules comme ça. Si vous aimez ça, moi, j'aimerais peut-être ça, essayer une i7, la grosse berline ou même la i5. Et évidemment, aller aussi du côté de Mercedes, puis même Audi. Donc, vous me le direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse les démarches avec les constructeurs. Et sur ce, on se laisse là-dessus.